Donc nous avons vu comment créer donc cette architecture. Donc nous avons créé le microservice Customer Service, Inventory Service. On a vu comment créer la gateway avec une configuration statique. Ensuite, une configuration dynamique en passant via Eureka Discovery Server. Alors maintenant, on va essayer de compléter l'application en ajoutant un service, Billing Service. Donc ça, c'est pour la facturation. Alors ce service de facturation, c'est un peu particulier parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va essayer, comment on va essayer donc de le gérer? Parce que c'est un service qui va dépendre de Customer Service et il a besoin de communiquer avec Inventory Service. Donc nous allons voir comment régler, c'est-à-dire ce problème de relation entre les données, généralement. Alors voilà comment on va faire. Donc je vais créer donc ce service-là. Donc je reprends, donc je crée un nouveau module dans le projet que je vais appeler Billing Service. Alors ici, toujours org.sid. Alors, quelles sont les dépendances de la même façon? Donc, on aura besoin donc web. On aura besoin de Spring Data GPA. On va utiliser une base de données H2. On va utiliser Lombok. On va utiliser REST Repositories. Spring Data REST. On va utiliser donc Eureka Discovery Client, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Actuator. Et après, on va ajouter une dépendance dont on aura besoin, c'est OpenFIN. OpenFIN, je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Ça va nous aider à faire communiquer les microservices. Et Spring ATOS. Donc ces deux dépendances là, donc je vais vous montrer à quoi ça va servir. Donc vous voyez donc ce que je viens d'ajouter, c'est ces deux dépendances là qu'on va utiliser pour ce service là. Alors la version, oui, merci. Alors la version, donc je garde toujours la version 2.7.6.7.6. Alors ça nous évite d'attendre téléchargement des dépendances. Voilà. Alors, donc pour Billing Service, donc qu'est-ce qu'on va gérer? Donc nos entités. Je vais créer un package entities. Alors ici donc nous allons gérer des factures. Donc nous allons avoir l'entité bill, facture, et l'entité product items. Product item. Alors ça veut dire qu'en fait une facture elle est définie par quoi? Par son numéro. Alors, je vais utiliser toujours des ID comme ça. Par la date facture. Je vais utiliser la date. Voilà. Date. Et après, je vais maintenant une facture. Regardez, une facture. Qu'est-ce qu'il y a dans une facture? Une facture, ça correspond à un client. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'une facture appartient à un client. Alors ici donc, l'entité customer, il n'est pas géré dans Customer Service. Alors regardez ce que je vais avoir ici. Je vais avoir ce modèle-là. Donc je vais avoir ici, donc, dans mon cas, en fait, l'entité bill contient plusieurs product items, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, une facture contient plusieurs product items. Chaque facture correspond à un client. Et chaque product item correspond à un produit. C'est-à-dire que dans la facture, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire pour garder cette relation entre deux bases de données distribuées? Alors techniquement parlant, pour gérer cette relation, ça veut dire que la clé primaire de customer, items.
Non, parce que c'est logique. Donc, parce qu'en fait, quand vous allez dans une facture, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de produits, mais pour chaque produit, vous avez une quantité. C'est-à-dire, par exemple, dans la facture, j'ai 5 produits, 5 par exemple, du produit X. J'ai 20 du produit Y. Donc, avec la quantité, c'est quoi? C'est product item. C'est-à-dire, vous avez plusieurs product items et chaque product item correspond à un produit. Donc, product, en général, c'est... Product, c'est les produits, d'accord? Mais qu'est-ce que vous commandez? Quand vous commandez, vous dites, je vais commander un produit X avec une quantité 50. Mais cette quantité 50, est-ce que ça correspond à la quantité de produits? Non. Ça concerne la quantité de produits dans la commande. Mais c'est quel est l'héritage? Non, ce n'est pas question d'héritage. Donc, vous avez, dans la conception, vous avez une commande ou bien une facture contient plusieurs produits. On est d'accord? Et un produit peut se trouver dans plusieurs factures. Vous avez une relation de quel type? Plusieurs à plusieurs. Vous avez une relation de type mini to mini. Mais quand vous dites une facture contient un ensemble de produits avec une quantité, dès que la quantité c'est quoi? C'est une propriété de la relation. Donc ça veut dire que vous allez avoir une classe d'association, une relation, c'est-à-dire dans la relation vous avez des propriétés. Alors quelles sont les propriétés de la relation? Ben, tout simplement il y a des product items. Okay? Donc ce qui fait que dans une commande vous avez plusieurs product items et chaque product item correspond à un produit. Donc globalement c'est comme ça qu'on gère ce genre de relation. C'est ça, product item, il est lié au produit. Et après, la facture, elle est liée à customer. Alors maintenant, donc ici dans build, qu'est-ce qu'on va ajouter pour garder la relation? Donc customer ID, ça devient un attribut dans la facture. Alors c'est ce que je vais faire ici. Ici donc je vais déclarer un attribut de type long que je vais appeler customer ID. Donc vous voyez, donc customer ID, ça me permet, techniquement parlant, de garder une relation entre la facture et customer. Et après, par la suite, donc je vais ajouter ici une liste de product items. Alors je vais l'appeler product items. C'est une collection de product items. Alors ici, maintenant product item, il est défini par quoi? Par son ID. Par quel produit? Parce qu'en fait, un product item correspond à un produit. Donc, à nouveau, la même chose, j'ai besoin de product ID. Donc, la clé étrangère. Donc, ici, long product ID. Et après, donc, j'ai besoin, en fait, un product item correspond à une facture. C'est-à-dire, j'ai un objet de type bill. Parce qu'en fait, un product item appartient à une facture. J'ai ici une relation one to many, many to one. Une facture contient plusieurs product items. Chaque product item se trouve dans une facture. Et après, la quantité. Maintenant, les propriétés de product item, c'est quoi? C'est la quantité. Et le prix unitaire, par exemple. Price. Alors, vous savez, le prix, je peux avoir, alors ça c'est quantité. Alors, je peux avoir, par exemple, un produit qui a un prix par exemple, X, n'est-ce pas? Mais quand je vais acheter un produit, je l'achète avec un autre prix, n'est-ce pas? Parce que souvent, il y a une remise. Ben, cette remise-là, on peut l'ajouter, par exemple, ici. Vous pouvez ajouter par exemple, un autre attribut qui s'appelle discount. Etc. Bon, ça c'est des choses qu'on fait généralement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire donc pour les annotations? Donc, on va utiliser l'annotation entity. L'annotation, la même chose, data. Un constructeur sans argument.
un constructeur avec argument, et après builder, comme toujours, la notation ID, et après generated value, stratégie identity. Ici vous avez une relation de type one to many. Alors one to many, avec quelle classe? Avec la classe product item. Alors ici dans product item, ça doit être une entité GPA, parce que sinon il ne va pas l'accepter. Entity. La même chose, j'aurai besoin d'ajouter la notation data, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, la notation builder, la notation ID, generated value, stratégie, identity. Alors ici donc je vais utiliser la notation quoi? Many to one. Alors quand vous avez une relation bidirectionnelle, one to many, many to one, vous devrez ajouter ici mapped by, c'est-à-dire que dans la classe product item, vous avez un attribut qui s'appelle bill. Alors ça c'est en arabe. Bill. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous dites à GPA, dans la classe product item, il y a un attribut qui s'appelle bill, dans lequel on a many to one, c'est une même relation. One to many, many to one, c'est une relation bidirectionnelle. Alors, ici, Monsieur, oui. sur le product ID, on n'a pas encore utilisé le microservice. Non, on n'a pas encore utilisé. Maintenant, juste dans ma conception, des moments qui sont séparés, maintenant pour moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai une facture correspond à, plutôt une facture correspond à un customer. Alors ici, pour le moment, je vais dire, donc j'ai besoin dans ma base de données, dans la table bill, j'ai besoin de garder customer ID pour faire une relation avec l'autre base de données. Okay. Alors si déjà on garde la relation avec des identifiants. Alors maintenant, supposons vous voulez maintenant dans la facture, parce qu'en fait dans une facture je peux connaître customer ID, mais supposons dans la facture vous avez besoin du nom du client, vous avez besoin de son adresse parce qu'on en aura besoin après. Donc à ce moment-là, on va contacter le service customer service. Je vais lui donner le ID, customer ID, et qu'est-ce qu'il va me donner? Ben, il va me donner les informations via REST. Donc la communication entre les deux microservices va se faire via REST. Alors comment on va faire ça? Alors regardez bien. Je vais ajouter ici, donc je vais dire, voilà, je vais lui dire que de toute façon une facture correspond à un customer. Je vais créer une classe customer. Alors, sauf que cette classe customer que je vais créer ici, ce n'est pas une entité GPA. Je vais créer un package que je vais appeler model. Je peux l'appeler comme ça. Ce n'est pas une entité GPA, donc je vais créer une classe customer qui contient les mêmes attributs de customer qui m'intéressent. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Il y a le ID. Ce qui m'intéresse encore, c'est le nom, name, et email. Mais ça, c'est pas une entité GPA. Je vais juste ajouter les getters et setters avec la notation data. Donc ici, customer. Ce n'est pas parce que si je mets entity, ça veut dire qu'il va me créer une table dans la base de données. Or, en fait, c'est customer service qui gère ça. C'est pas billing service qui va gérer customers. C'est plutôt customer service. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez. Alors, si vous déclarez, alors ici, je vais importer. Regardez, quand vous dites dans une entité, vous avez customer type customer. Il va vous dire que, bon, customer, ça doit être une entité GPA. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vais indiquer à GPA comme quoi cet attribut-là, il faut l'ignorer. Il n'est pas représenté dans la base de données. Comment? En utilisant la notation transient. Alors, c'est pas transient, dans GPA. La notation transient, c'est une façon de dire à GPA
cet attribut-là, il est dans la classe, mais il n'est pas dans la base de données. C'est-à-dire tu l'ignores. Là, c'est à moi de savoir où est-ce que je vais récupérer ça, mais je ne vais pas les récupérer à partir de la base de données. C'est-à-dire les informations sur Customer, je ne vais pas les récupérer à partir de la base de données, mais parce que je sais qu'à un moment donné, je vais les chercher à partir d'un autre microservice. Donc ici, vous voyez ici, donc je peux mettre Customer, c'est-à-dire qu'une facture correspond à un Customer, mais c'est un attribut qui est transient. Transient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la classe, c'est un attribut qui se trouve dans la classe, mais il n'est pas représenté dans la base de données. D'ailleurs, dans la base de données, ce qui m'intéresse dans la base de données, c'est ça. C'est Customer ID, c'est la clé étrangère. Mais cet attribut-là, donc je le mets juste parce que quand je vais récupérer une facture, je vais la compléter avec le nom et les informations sur le client. Donc vous allez voir à quoi ça va servir. La même chose dans ici product item. Alors je peux dire que product item correspond à un product. On est d'accord? Alors product, c'est une classe que je vais créer. Je vais la créer. Je vais la créer dans quel package? Model. Et après, donc, je vais dire la même chose. Donc je vais dire que pour moi, un product est défini par son ID, par son nom, par le prix et par la quantité. Ok. Et la même chose, ce n'est pas une entité GPA, donc je vais juste ajouter les getters et setters. Donc ça veut dire que ici, la même chose, il va me reprocher comme quoi bon, on ne peut pas déclarer ici un objet parce que c'est une entité GPA. Il va vous dire que ça doit être également une entité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Transient. Je vais lui dire, tiens, cet attribut-là, je sais qu'il est là, moi je n'aurai besoin, mais pour GPA, tu l'ignores. C'est clair? Monsieur, pourquoi vous avez déclaré la quantité dans la classe product? Oui, parce que C'est pas ici, dans le... dans product, la quantité, ça représente la quantité en stock. D'accord? Ah, c'est pas le... La quantité qui existe dans le stock. Parce que quand je consulte un produit, je trouve la quantité en stock. Mais la quantité que j'ai ici, non, c'est la quantité que j'ai commandée de la facture. Je peux avoir dans le stock une quantité, mais ce n'est pas la même chose. Vous pouvez changer l'attribut si vous voulez, mais ici, donc, ce que vous avez dans le produit, c'est le stock, inventory, dans le produit. Monsieur, microservice product, Si, j'ai quantité product inventory service, j'ai un attribut qui s'appelle quantité. J'ai créé quantité. C'est normal parce que dans inventory, il vous faut le stock, n'est-ce pas? Quand je consulte un produit, j'ai besoin de savoir il y a combien, il y a quelle quantité qui est dans le stock. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des questions là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons ça. Nous avons notre diagramme de classe. Regardez. C'est ça. Nous avons un diagramme de classe dans lequel vous avez une facture correspond à plusieurs product items. Chaque facture correspond à un customer et plutôt chaque product item correspond à un product. Alors sauf que dans ce diagramme de classe, il y a combien de classes? Il y en a 4. Mais il y a combien d'entités GPA? 2. Ça veut dire que dans ma base de données, je vais avoir combien de tables? 2 tables. J'aurai avoir la table bills et la table product items. Mais par contre, customer, c'est une classe, mais ce n'est pas une entité GPA. C'est normal. C'est parce que, en fait, les customers, ils sont gérés par un autre microservice. Alors maintenant, il me faut donc pour gérer donc les factures, donc je vais créer les interfaces. Je vais créer les 2 interfaces repository, new, Monsieur, package. monsieur, Oui, je demande en général avec 3 bases de données. oui, 3 bases de données. فيها 2 tables وغتبقى هي كدير الريلاسيون ما بين les 2 tables. Oui. 2 bases de données.
Alors ici dans le repository, on va créer donc les deux interfaces. Donc j'aurai besoin de l'interface bill repository. C'est parce que j'ai besoin de gérer les factures dans ma base de données. Donc extend GPA repository. Ça c'est la facture. Et après, le ID c'est long. Et j'aurai besoin également d'une autre interface pour gérer quoi? Les product items, n'est-ce pas? Donc product item repository. Alors ici, qu'est-ce que je vais gérer? C'est l'entité, c'est product item. Donc si je veux des products, plutôt si je veux des factures, bon, j'appelle bill repository, donc je vais utiliser Spring Data. Si je veux des product items, je vais utiliser product item repository, c'est-à-dire c'est du Spring Data. Mais maintenant, supposons, je veux des informations sur le client. Je veux récupérer des informations sur le client. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, supposons je suis dans ce microservice. Vous voyez ce microservice-là, c'est quoi? C'est billing service. Alors, si je veux les factures, ici, je vais utiliser Spring Data. Donc, ça me permet de communiquer avec cette base de données. Mais par contre, si je veux le client, eh ben, j'ai besoin d'envoyer une requête HTTP vers Customer Service. C'est REST pour lui dire, donne-moi un client. Et après, qu'est-ce qu'il va faire Customer Service? Lui, il va dans sa base de données, il va chercher le client, il va m'envoyer les données en format JSON. Et après, je vais les récupérer. Donc, ça veut dire que finalement, j'ai deux sources de données. J'ai une source de données qui est la base de données locale. Je sais que pour communiquer avec la base de données locale, j'ai Spring Data, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin maintenant de récupérer des données via REST. Donc, ils me font une librairie qui me permet de communiquer avec un web service RESTful. OK? Alors, dans Spring, il y a deux librairies que vous pouvez utiliser. Il y a REST Template. En fait, REST Template, c'est un client REST. C'est-à-dire, avec REST Template, vous pouvez envoyer des requêtes HTTP REST vers des microservices et vous pouvez récupérer les données. Donc ça, on peut le faire. Alors, REST Template, c'est un framework qui utilise ce qu'on appelle le modèle programmatique. Ça veut dire quoi le modèle programmatique? Ça veut dire il faudrait écrire le code. C'est-à-dire vous allez créer un objet de la classe REST Template et après vous commencez à appeler les méthodes get, post, put, delete comme vous le faites avec n'importe quel framework. Et après, il y a une autre solution. Il y a un autre framework qui s'appelle OpenFine. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai ajouté une dépendance qui s'appelle OpenFine. Alors en fait, OpenFine, c'est un framework qui permet de créer un client REST de façon déclarative. Vous savez, il y a deux types de frameworks. Il y a les frameworks programmatiques et déclaratifs. Alors, je vais vous donner l'exemple de Spring Data. Spring Data, est-ce que c'est un framework programmatique ou bien déclaratif? Alors, Spring Data, c'est un framework déclaratif. Pourquoi? Parce que pour utiliser Spring Data, vous créez que des interfaces. Vous créez une interface, vous déclarez que les méthodes. Mais est-ce que vous programmez les méthodes? Non. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Spring Data, c'est un framework qui est déclaratif. C'est-à-dire, il est basé sur les déclarations et non pas sur la programmation. Donc, je crée une interface, je déclare les méthodes, mais après, c'est Spring Data qui va faire le reste. D'accord? Alors maintenant, il y a un framework qui fait la même chose que Spring Data, mais cette fois-ci, au lieu de communiquer avec la base de données, on va communiquer avec REST, avec des microservices. Alors, ce framework s'appelle OpenFine. Donc, OpenFine, c'est un framework qui permet de créer un client REST de manière déclarative. Alors, comment on va l'utiliser? Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser OpenFine pour communiquer avec le microservice Customer Service et communiquer avec Inventory Service. Alors, regardez, c'est plus simple. Alors, donc, je reprends. Donc, ici, j'ai Billing Service. Alors, j'ai créé donc les deux repositories, Bill Repository et Product Item Repository. Et maintenant, je vais créer un autre package
que je vais appeler service, dans lequel je vais créer deux interfaces. Une interface que je vais appeler Customer REST Client. Alors, cette interface-là, c'est celle que je vais utiliser pour communiquer avec Customer Service. Comment? Ben, il suffit d'utiliser une annotation qui s'appelle Find Client. Find Client. Ça, c'est premièrement. Pour indiquer cette interface-là, elle va être basée sur le framework OpenFIND. Deuxièmement, il faut déclarer les méthodes. Je vais déclarer une méthode qui permet de... Qu'est-ce que je veux consulter? Customer. La méthode, je voudrais l'appeler Find Customer by ID. Et qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Qu'est-ce que je vais lui envoyer? ID. C'est comme si vous dites, j'ai besoin d'une méthode, je lui donne quoi? Le ID, et il va me retourner Customer. Mais, oui, ID le Customer. Alors maintenant, parce qu'en fait, dans la facture, je connais ID de Customer. Parce que dans... Parce que la déclaration qu'on a faite de facture, c'est Customer ID. On sait oui. Pas quel client qu'on veut. Je n'ai pas Customer ID. Customer ID, on va aussi l'apporter de les services Customer. Non, Customer ID, ça représente l'ID du Customer, ok? Non, mais au moment de la création, quand on va créer une facture avec un Customer qui existe déjà. Quand je lui donne par exemple Customer 5, il va d'abord contacter un Customer, il va lui dire, wesh, par exemple avec Customer 5, donne-moi le Customer. S'il n'existe pas, il va te dire, c'est un Customer qui n'existe, il n'existe pas. Ben, c'est cette méthode-là qui va me régler le problème. Alors maintenant, la question maintenant, où est-ce qu'il va chercher en fait, où est-ce qu'il va chercher quand il va envoyer une requête REST, il va l'envoyer vers quel service? Alors ici donc, ici vous avez name, c'est customer service. Là vous avez besoin de connaître le nom du micro-service. Regardez bien. C'est comme si vous êtes en train de dire à OpenFIND, si je te demande, cherche-moi, je te donne le ID, tu vas me chercher customer. Alors qu'est-ce qu'il va faire en fait OpenFIND? Il va envoyer une requête HTTP vers quel service? Customer Service. Donc automatiquement il va contacter Discovery, il va lui donner le nom, il va récupérer l'adresse. Et après je dois lui dire quelle méthode qu'il va envoyer, wesh get ou la poste, etc. C'est pour cela que je vais utiliser get mapping. Get mapping. Alors, c'est quoi le path? Le path, je sais que si je mets /customers, il faut lui donner le ID. C'est-à-dire que quand j'appelle cette méthode-là, find customer by ID, qu'est-ce qu'il va faire OpenFIND? Il va envoyer une requête HTTP avec quelle méthode? Get. Vers quoi? Vers /customer /ID. Mais il faut lui dire que ce ID-là que je te donne, c'est lui que tu vas mettre là. Comment? En utilisant la notation path variable que vous connaissez. Path variable. Ah, c'est tout. Vous voyez ici, donc je ne suis pas en train de programmer, je suis en train de déclarer. Donc, j'ai une interface qui me permet de consulter un customer sachant son ID. Et après, je peux ajouter des méthodes qui me permettent de consulter des customers, etc. Donc, on va voir. Alors, je fais la même chose pour les produits. J'ai besoin de créer une interface que je vais appeler Product REST Client. Donc, cette interface-là, il va utiliser quelle annotation? C'est Find Client. Comment il s'appelle le service? Inventory Service. Et après, j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner product. La méthode, je vais l'appeler find
product by ID. Ah, c'est une interface. La même chose, donc je lui envoie le ID. Et là, je vais utiliser la notation get mapping. Et c'est quoi le path? C'est slash products slash ID. Oui? Oui. Alors, path, oui. Merci. Alors, path, c'est slash product slash ID. Et la même chose, il me faut ici une annotation, c'est path variable. Très bien. Alors, ici, donc, vous voyez ici, je suis en train d'utiliser un framework qui s'appelle OpenFine, qui va me permettre de communiquer avec les microservices à distance via REST. Monsieur, d'après Discovery, Oui, bien sûr. Donc, il contacte Discovery. Si vous ne voulez pas utiliser Discovery, on peut mettre ici directement l'adresse HTTP, directement l'adresse du microservice. Donc, ici, du moment qu'on a Discovery, donc, on n'a pas besoin de connaître l'adresse, on a besoin de connaître que le nom. Alors, on va essayer de tester ça. Alors, pour utiliser, en fait, on va insérer des données dans la base de données. Je vais créer un objet command line runner start. Ici, donc, je vais utiliser la notation bin return args. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder un match ou des choses comme ça? C'est pas sérieux. Alors ici, donc, on va injecter. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? J'ai bill repository, parce que j'ai besoin d'insérer des factures. J'ai besoin de product item repository. OK? Product item repository. Et après, j'ai besoin de consulter des clients. Alors, si vous voulez, je peux faire, si vous voulez consulter des clients, il suffit d'utiliser Customer REST Client. Vous l'injectez. Si vous voulez consulter des produits, vous utilisez l'interface Product REST Client. Donc finalement, dans le microservice Customer Service, vous avez combien d'interfaces? Vous avez 4 interfaces. Il y a 2 interfaces qui me permettent d'aller vers la base de données. C'est du Spring Data. J'ai une interface qui permet de communiquer avec Customer Service et j'ai une interface qui permet de communiquer avec Product Service. Donc c'est comme si finalement toutes les bases de données sont dans la même base de données. Donc je peux chercher les données comme je veux. Mais ici, il n'a pas accepté l'injection. Pourquoi? Parce que si vous utilisez OpenFine, il faut ajouter une annotation ici, Enable Fine Client. Parce que si vous ne l'activez pas, ça ne va pas marcher. Vous voyez ici maintenant, il a reconnu les interfaces OpenFine. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais insérer donc des factures. OK? Alors pour insérer des factures, alors supposons, je voudrais chercher tous les produits qui existent dans la base, plutôt product items. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter ici une méthode qui permet de retourner un objet de type page model de product. Je vais l'appeler all products. Ben, c'est une méthode, pas de paramètres. Ici, donc, je vais utiliser get. Je vais utiliser get mapping. Le path, c'est quoi? Slash products. Alors, regardez bien. Ici, ça veut dire que c'est une méthode. Si j'appelle all products, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner tous les produits. Alors, si vous rappelez Spring Data,
d'ailleurs il a posé la question tout à l'heure, Spring Data il va vous retourner un objet JSON qui contient embedded dans lequel vous avez la liste. Donc il me faut une classe qui a la même structure que ces données JSON. Alors c'est quoi cette classe? Ça s'appelle page model. Donc c'est-à-dire toutes les données que je récupère en JSON, il va me les stocker dans page model. Et donc là je n'ai pas de problème ici. Par exemple si je veux récupérer tous les produits, ben, il suffit d'utiliser par exemple liste. J'ai besoin d'une liste de products. Non, c'est-à-dire je veux créer des factures, mais je veux créer des factures avec des produits qui existent réellement. N'est-ce pas? Je pense que c'est tous les produits. C'est ça ce que je vais faire. Donc je vais juste faire un exemple. C'est juste un exemple. Je vais récupérer tous les produits, après je crée des factures. Donc je vais faire donc ici plutôt product, ok? Products égale à quoi? Égale product rest client. J'appelle une méthode qui s'appelle all products. Alors en fait all products, qu'est-ce qu'il retourne? Un objet page model. Si j'appelle si je fais appel à la méthode getContent, ça me retourne une collection. Bon, une collection ou bien une liste. Ça me retourne une collection de products. Alors ici, alors collection. Alors c'est égal. Alors vous voyez ici, donc quand vous faites ça, c'est que vous avez récupéré une collection de produits. Alors maintenant, supposons je voudrais créer une facture. Je vais faire bill égale, je vais créer une facture. Alors bill.setID, c'est quoi ID? Donc c'est généré automatiquement. C'est la date. Je vais utiliser la date système. Je vais utiliser ces new date. Alors je pense que dans la date ici, on a quelque chose qui cloche. Alors la date java.util, non, c'est build date. Alors ici build date new. Est-ce que j'ai importé ici le bon package pour la date? Java.util. Alors. Set, c'est pas get. Vous voyez pas? Donc la date, c'est la date système. Et maintenant, pour quel client? Supposons que j'ai un client customer ID égale à 1. Long. Vous savez, pour créer une constante de type long, on ajoute ce L là. Maintenant, je peux faire ça. Je peux utiliser bill.setCustomerID. C'est quoi? C'est Customer ID. Mais là, je ne suis pas sûr que ce Customer ID existe. Alors, comment je peux m'assurer? Ben, c'est très simple. Je vais faire tout simplement Customer, et je peux contacter Customer REST Client et je vais lui dire Find Customer by ID. Donc, vous voyez, donc, si le Customer existe, je peux faire ça. If Customer, c'est légal à nul, ça veut dire que Customer n'existe pas. Alors, c'est légal à nil, donc je peux générer par exemple une exception. New runtime exception. Par exemple, ici, Customer not found. Alors, si ça existe, donc je vais créer ça. Bon, je peux l'ajouter. Et après, je vais créer des product items. Alors maintenant, pour les product items, je vais prendre, pour tous les produits, je vais créer un product item. C'est-à-dire, je vais prendre la liste des products, products.forEach, pour chaque P, product,
je vais créer un product item égale new product item et product item.set. C'est quoi le ID? C'est automatique. C'est quoi bill? C'est la facture, n'est-ce pas? Il faut que je l'enregistre d'abord. Donc je vais utiliser bill repository.save bill. Donc j'enregistre la facture. Vous savez, quand vous enregistrez la facture, il va me créer un objet saved bill. Alors ça, c'est toujours problème de clavier. Alors, saved bill. Donc j'ai enregistré une facture. OK? Et ce product item à quoi est égal cette bill? C'est saved bill. Deuxième. À quoi est égal product item point set quantité? Alors la quantité, je peux prendre une valeur aléatoire. Je peux utiliser math, par exemple new random point next, par exemple, allez, je vais dire 10. J'ai un nombre aléatoire entre 0 et 10. Pour ne pas avoir 0, je vais utiliser 1 plus 1 plus. Donc ça va me générer un nombre aléatoire. Minimum c'est quoi? C'est 1 et maximum c'est 10. Alors product item point set price. Le prix. Donc je vais utiliser le même prix qui se trouve dans le produit. C'est-à-dire c'est product.get price. Pour ne pas choisir. Et après product item.set discount. Alors discount, je vais générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Je fais math.random. Un discount entre 0 et 1. C'est un pourcentage. OK? Et quoi d'autre? C'est tout? Et on va l'enregistrer. Alors product item repository.save product item. Alors ici donc j'ai créé ça, on va tester. Alors pour tester, on va juste spécifier le port. Alors ici c'est 8083. Spring application name. Ça c'est quoi? C'est bill service. Billing service. Spring data source URL GDBC H2 mem bill database. Et après on va quoi d'autre? Ça y est, on a activé donc Actuator par défaut, on va garder les valeurs par défaut, ça marchait pas de problème. Alors maintenant il va falloir redémarrer parce que j'ai quitté. Par défaut il est activé. Donc on la laisse activer parce qu'on suppose que nous avons. D'accord. La même chose, Actuator par défaut, il y a Health qui est activé. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'ajouter les autres propriétés. Alors donc il va falloir que je démarre les services. Alors si vous vous rappelez, donc on les a dans la liste ici je pense. Alors quel est le premier service qu'on doit démarrer? C'est Discovery. C'est le premier. Si on peut changer les numéros de port, on démarre de nouvelles instances, d'accord? Mais sauf que si ce genre, je devrais changer pour les autres. Bon, c'est-à-dire ce que vous proposez là, c'est de... Parce que là, je pense... quelle heure il est? Voilà, pas de temps. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Donc, Discovery Service. Par rigueur, vous le laissez. Les démarrer dans le port. Alors, ici, donc, alors, Customer Service. Customer Service.
Alors, je vais utiliser 90, 90, 81. Alors, pour Discovery Service, donc je le laisse, parce qu'il est démarré. Alors, pour la gateway, je vais utiliser 999. Pour Inventory Service, je vais utiliser 90, 82. Et pour Billing Service, je vais utiliser 90, 83. Voilà. Alors donc ici donc je démarre la gateway. Ça c'est l'application. Il est démarré. Ensuite je démarre Customer Service. Démarrer. Ensuite, je démarre quoi? Inventory Service. Démarrer. Et ensuite, je démarre Billing Service. Alors, Billing Service, ok. Alors pour voir donc la base de données, alors on n'a pas activé H2 Database, non? Pour Billing Service, non? En fait, la console, Spring Application Console, H2 Console, Enabled, c'est tout. Monsieur, est-ce qu'il y a un ordre de Discovery, un ordre Oui, supposons par exemple Billing Service, quand il démarre, vous voyez, il a besoin de contacter Customer Service et il a besoin de contacter... Gateway? Non, Gateway non. Parce que les microservices ne contactent pas la Gateway. Mais par contre, entre les microservices, il y a une dépendance. C'est pour cela qu'à la fin, on aura besoin d'utiliser Docker, parce que c'est avec Docker qu'on va essayer de démarrer tous les microservices. Mais pour le moment, il faut le faire manuellement. Donc ici, je vais redémarrer Billing Service parce que je vais activer la console. Alors, on va regarder dans la base de données de Billing Service. Donc localhost. Alors pour Billing Service, donc c'est dans quel port? C'est 90, 80, 83 /H2 console. Alors ici, la base de données s'appelle BillsDB. C'est Billing ou Bills? Bill. Sans S. Ouais. Alors BillsDB. Alors ici, donc vous voyez donc il y a deux tables. Alors j'ai ici Bill. Alors je vois bien une facture avec, je vais agrandir ça. J'ai une facture et j'ai la date et qui correspond à quel customer? 1. Et après j'ai Product Items. J'ai ici Product Item. J'ai le prix, j'ai la quantité, j'ai Bill ID. C'est-à-dire ça correspond à la facture 1. Mais ce que j'ai oublié, c'est quoi? C'est Product ID. Donc je ne l'ai pas initialisé, il faut que je le fasse. Donc c'est-à-dire ici, donc je vais lui dire à quoi est égal product item.set product ID. C'est product.get ID. Alors vous voyez bien, donc déjà le fait que ça marche, ça veut dire que j'ai déjà réussi à contacter l'autre micro-service.
Parce que si la communication ne marchait pas, je ne devrais pas voir ça. Monsieur, est-ce que monsieur fait une facture entre les sept produits? Et normalement, il faut la facture à finir sur le product. C'est normal. Parce que on veut pas. Parce que product c'est dans inventory. Mais monsieur, pour la facture, comment vous description de relation entre les deux tables? Alors, les relations entre les deux tables, c'est ça. Regardez, qu'est-ce que vous avez dans la base de données? Vous avez une facture. Une facture, il appartient à un client. D'accord? Mais dans la facture, il y a quoi? Il y a product items. Alors, si je vois product item, je vois bien que chaque product item, il y a le prix, il y a la quantité. Il correspond à quel produit? Product ID. Ici, c'est quel bill? C'est quelle facture? C'est donc, je vois ici, il y a une relation. Normalement, ici, il y a deux relations. Une relation avec quoi? Avec la facture et une relation avec les produits. Alors maintenant, pour compléter ça, regardez ce que je vais faire. Je vais créer un REST controller qui permet de consulter une facture complète. Alors comment on va... Alors donc pour voir une facture complète, donc c'est ce que je vais faire. Je vais créer un package que je vais appeler web et je vais créer une classe que je vais appeler bill REST controller. Je vais utiliser la notation REST controller. Alors cette facture là, pour récupérer une facture complète, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de bill repository. J'ai besoin de product item repository. J'aurai besoin également de customer REST client. Et j'aurai besoin de product REST client. Ok? Alors il faut faire l'injection des dépendances. Alors soit vous utilisez AutoWired ou bien vous faites l'injection via le constructeur. Quelle est la bonne pratique? Constructeur. Alors je vais ajouter un constructeur avec 4 paramètres. C'est-à-dire je fais l'injection des dépendances. Alors maintenant je vais créer une méthode qui permet de consulter une facture. Sur l'exemple d'un seul constructeur? Oui, oui. Celui avec le paramètre. Avec les paramètres. On peut pas mettre de constructeur dans ce cas-là. Ben sinon, si vous mettez pas ce constructeur-là, donc il faut ajouter quoi? Il faut ajouter AutoWired pour chaque. Alors pour chaque interface, il faut faire l'injection des dépendances. Donc ça c'est soit avec AutoWired, soit avec le constructeur avec paramètres. Alors ici donc j'ai ici product, je lui donne ID et il va me consulter la facture. Donc je vais utiliser la notation get mapping. Le path je vais l'appeler full bill. Alors maintenant /id, je vais lui indiquer comme quoi ça c'est quoi, c'est un path variable. Alors pour consulter une facture, je vais utiliser bill repository.find by id. Et qu'est-ce que je vais lui donner? C'est le id. Ou bien or else true, je vais générer une exception, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous pouvez utiliser ici or null, or else. C'est-à-dire si ça existe dans la base de données, il va la retourner, sinon il va retourner nul. Sinon vous mettez .get. Ok? Alors j'ai la facture, mais la facture que j'ai ici, est-ce qu'il contient le détail sur le client? Il contient que Customer ID. Mais si vous voulez qu'il contienne le détail sur le client, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bill
.set customer. À quoi est égal customer? Où est-ce que je vais récupérer customer? C'est à partir de customer service. Donc je vais utiliser customer rest client.find customer by ID. J'ai la facture, j'appelle get customer, c'est-à-dire dans la facture je récupère customer ID. Parce que dans la facture j'ai customer ID, j'envoie la requête vers customer service, je lui dis tiens, customer ID, donne-moi le customer. Vous voyez donc c'est comme si je travaille avec la base de données. Alors maintenant pour les products, maintenant je vais utiliser bill point get customers, get product items for each, pour chaque product item. Maintenant chaque product item, il faut que je lui associe le produit. Je peux utiliser ici product item point set. Set quoi? Product. C'est product. À quoi est égal le produit associé à product item? Où est-ce que je vais chercher le produit? C'est dans inventory service. Donc je vais utiliser ici c'est product rest client point find product by ID. Je sais que dans product item, qu'est-ce que j'ai? J'ai product ID et donc je peux récupérer product ID. Alors qu'est-ce que je vais retourner là? C'est When you find product by ID, non, كنقول له الاي دي كيمشي لا باز دو دوني ديال البرودكت, il me retourne toutes les informations sur le produit. Alors on va tester. Et ce serait la dernière étape. Alors pour voir si ça marche, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire appel à localhost. Comment il s'appelle le service? Plutôt quel port? C'est 9083 slash. Si vous mettez full bill slash ID. Alors vous voyez donc il me donne bien les données, sauf que j'ai ici un petit problème que vous connaissez bien. Là j'ai une boucle infinie. Pourquoi? Parce que je sais que dans customer, en fait dans plutôt bill, j'ai une liste de product item. Et dans product item, j'ai un objet de type bill. Le problème c'est que dans la sérialisation, je vous ai déjà parlé de ça, quand il va me retourner la facture, il trouve une liste de product items. Et à l'intérieur de product item, il va revenir vers bill. Alors comment on va régler ce problème? On va ajouter ici la notation JSON property access. On va le faire uniquement write only. Donc ça, je vous ai déjà montré comment faire ça. C'est-à-dire, je lui dis que quand il va me retourner un product item, ce n'est pas la peine de me retourner bill. Tu l'ignores. C'est comme si vous utilisez JSON et ignore. Alors si vous faites ça maintenant, regardez ma facture maintenant. J'ai ici la date, j'ai customer ID, j'ai product items. Dans chaque product item, qu'est-ce que j'ai? J'ai ID. C'est quoi product ID? La quantité, le prix, discount. Regardez le product maintenant. Dans chaque product item, j'ai un product. C'est comment il s'appelle le produit? C'est customer. Et je vois bien ici le prix et sa quantité. Si j'avance, j'ai un deuxième product item, un troisième, mais regardez customer. J'ai ici le customer, le nom c'est Hassan, et voilà son adresse mail. Ça veut dire que j'ai les informations sur le client, et pour chaque produit, j'ai les informations sur le produit. C'est clair? Alors ici donc, je vois bien ici donc le problème de communication entre les microservices, il est réglé comment? En utilisant OpenFine. Donc OpenFine, c'est comme Spring Data, il me règle le problème d'accès à la base de données. OpenFine, il me règle le problème d'accès de communication avec les microservices.
Alors maintenant, pour tester, il faut consulter via la gateway. Alors via la gateway, il faut faire... Donc vous voyez, donc la gateway, c'est dans quel port? 9000. Alors ici, donc c'est billing service / full bill / ID. Alors vous voyez bien, donc ça marche. Alors si je lui demande par exemple, je veux bills, il me donne la liste des factures, n'est-ce pas? Et bon, ainsi de suite. Bon, si vous communiquez avec Customer Service, Customers, donc j'ai les informations sur les Customers, et si vous voulez aller vers Inventory Service, vous pouvez consulter les produits. Donc ça veut dire que quasiment, donc maintenant vous avez cette architecture là qui est implémentée complètement. Vous voyez ici, donc il y a Orica Discovery, il y a Spring Cloud Gateway, il y a Customer Service avec sa base de données dans laquelle nous avons la table Customers. Nous avons Inventory Service qui a sa base de données avec Products. Et nous avons Billing Service qui a sa base de données dans laquelle il y a deux tables, Bills et Product Items. Et maintenant, quand je consulte avec un client la gateway, je demande à Bill Service, je veux une facture, ben, il me donne tout le détail de la facture. Bon, après, par la suite, avec Angular, on va créer une application web qui nous permet d'afficher une facture complète, n'est-ce pas? Donc, quand je demande une facture, j'ai toute la facture. Mais ce qui est important, ce qu'il faut noter, c'est que les données que je reçois ici, au niveau du browser, ces données-là que j'ai ici, alors le service que nous avons ici avec Billing Service, alors les données que vous voyez là, est-ce que ça provient de la même base de données? La facture, regardez. Ces informations-là, Customer, ils me proviennent de quelle base de données? C'est Customer Service. Ces informations-là, ils me proviennent de quel service? Inventory Service. Donc vous voyez, donc le problème ne se pose pas. Alors que le reste provient de la base de données Billing Service. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est en même temps c'est un rappel de la dernière séance parce que normalement on a déjà fait la partie. Et après j'ai complété avec la partie Billing Service. Donc vous trouverez donc l'intégralité sur Classroom. Et c'est à vous maintenant de faire ça. C'est-à-dire vous allez réaliser l'ensemble des microservices parce que la prochaine fois, on va s'intéresser à la partie sécurité. Comment on va sécuriser les microservices avec JSON Web Token, avec O2, avec Keycloak. Donc, mais il va falloir d'abord travailler sur cette partie-là.